Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, plusieurs délégations spéciales ont remplacé, donc ont été officiellement installées à la place des conseillers communaux qui ont été dissoutes pour différentes accusations de malversation notamment. Mais quelle est la procédure? Pourquoi et comment peut-on dissoudre un conseil communal? Nous allons avoir Dr Makanera Kake qui va nous expliquer au bout de fil. Mais d'ici là, on plante le décor justement avec Odilon Maomi. Voilà, depuis l'avènement du CNRD, c'est l'assainissement de la vie publique qui a été déclenché et cette démarche a amené, n'a épargné aucun service public. Ça se passe tant au niveau de l'administration centrale, des collectivités, mais aussi des établissements publics. Alors, puisqu'on parle de dissolution des conseils communaux, il s'agit des collectivités ici, et après vérification, après des missions d'inspection, en principe, il s'est avéré qu'il y a de la mauvaise gestion, des faits de détournement qui ont été relevés dans la gestion de certains conseillers communaux. Ouais. Et Même si c'est vraisemblable, mais il y a quand même des contestations dans les décisions du président. Le week-end dernier, ce sont 9 conseils communaux qui ont été dissous pour mauvaise gestion et détournement des ressources de leur localité. Et parmi lesquels nous avons la commune rurale de Tignekoro, c'est dans Sigiri, la commune urbaine de Mamou, la commune rurale de Ourekaba, celle de Konkouré, la commune rurale de Mankountan, c'est dans Bofa, celle de Tanene dans Dubreka, Tormelin dans Freya, Kolabouyi dans Bokeh et Tanene également dans Bokeh. Donc 9 conseils communaux qui ont été dissous. Ce qui est étrange dans cette affaire est que on se demande quelle est la procédure vraiment qui a été utilisée. On n'est pas contre la procédure de dissolution, mais est-ce que le droit a été respecté? Sinon, c'est ce qu'on va poser comme question à notre invité qui nous attend déjà au bout de fil, Dr Alassane Makanera Kake. Il est juriste. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation très tôt ce matin. Première question, Odilon Maomi. Bonjour, docteur Makanera. Le week-end dernier, des 9 conseils communaux ont été dissous par décret du président de la République. Est-ce que vous, en tant que juge professeur d'université, pensez-vous que la procédure décrite par le Code des collectivités a été respectée? Bon, la procédure décrite par le Code des collectivités n'a pas été respectée dans ce cas. Mais le problème est posé très loin. À la prise du pouvoir par l'armée du 5 septembre, il a été dit que toutes les institutions sont dissoutes. Moi, personnellement, en tant que juriste, j'ai été surpris d'entendre qu'une institution dissoute est encore dissoute. Parce que c'est toutes les institutions qui ont été dissoutes. C'est ça le problème chez moi. Ouais. C'est pas d'abord parce que pour moi, on ne peut pas appliquer le code des collectivités lorsque 2 décisions majeures ont été prises et qui ont été appliquées. Premièrement, toutes les institutions sont dissoutes. Quelques institutions ont été réhabilitées. La HAC, la Cour suprême, ainsi de suite. La Cour des comptes notamment. La Cour des comptes qui est partie au niveau de la Cour suprême. Oui, mais je n'ai jamais entendu que les conseils communaux ont été réhabilités. Docteur, est-ce qu'il ne s'agissait Docteur, est-ce qu'il ne s'agissait pas des institutions républicaines? Non, mais conseil communal est une institution républicaine. Le Haut Conseil... Parce qu'il n'a pas dit institution constitutionnelle. Voilà. Quand on dit institution républicaine, toutes les institutions qui travaillent pour la République sont des institutions républicaines. Il n'a pas dit constitutionnel, mais l'expression, j'ai bien suivi, parce que ça m'a intéressé. On a dit toutes les institutions. Voilà, c'est clair. Aidez-nous à comprendre, docteur. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant là? Maintenant, personnellement, je ne comprends pas. Parce que pour moi, on ne saurait appliquer le code de collectivité, parce que le code de collectivité, c'est pour les institutions non dissoutes. Il parle de la procédure des institutions non dissoutes. C'est-à-dire une institution qui n'avait pas été dissoute, en ce moment, l'article 78, l'article 80, 100 et 101 du code des collectivités sont applicables. Dans ce sens, et vous verrez automatiquement, il y a les conditions fixées par le législateur. Oui. Dans ce cas-là, ces conditions n'ont pas été remplies. Docteur. Parce que la dissolution devait intervenir selon le code, c'est après un jugement définitif.
D'accord. Mais Alors docteur, on est dans la procédure à la dissolution. docteur, lorsque de facto on laisse les collectivités locales fonctionner, même après avoir annoncé la dissolution des institutions, est-ce que de façon tacite, on ne les a pas réhabilitées? Non, il n'y a pas ça en droit. Parce qu'il a expressement pris une décision pour réhabiliter les autres. Donc il n'a donné aucune chance de réhabilitation tacite. D'accord. Donc alors, pour vous, il n'y a pas de la réhabilitation tacite n'est pas valable dans ce cas de figure. Il y aurait une réhabilitation tacite, le droit est général. Il ne peut pas dire tout est dissoute, mais je vais réhabiliter quelques-unes plutôt. Il réhabilite quelques-unes, il s'arrête là, il n'y a plus de tacite. D'accord. Alors, docteur, vous avez dit tantôt qu'on ne peut pas dissoudre quelque chose qui est déjà dissous. On ne peut pas alors, tuer ce qui est déjà tué. La mort, c'est une fois. C'est quoi la conséquence du droit d'un tel acte, en fait? Bon, on va sur le terrain. Par exemple, un conseil qui est dissous, dans ce cadre, n'est pas satisfait. Je dis le conseil n'est pas satisfait, parce qu'en droit, il y a intérêt pour agir, peut attaquer l'acte devant la Cour suprême, parce que c'est un acte du président. En ce sens, la Cour lui dira plutôt nous tous, est-ce que l'acte, le décret est légal ou pas légal? Mais dans cette situation, on ne peut faire que cela. Sur le plan du droit, automatiquement, d'abord, les institutions sont dissoutes. On parle dans ce sens, parce qu'un acte administratif est présumé légal jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, la conséquence juridique, c'est que ces institutions sont dissoutes. Ceux qui ne sont pas d'accord attaquent. Jusqu'à preuve du contraire, elles sont dissoutes. Voici la conséquence juridique. D'accord. Oui, allez-y, M. Valli. Voilà, donc, docteur, puisque les institutions sont déjà dissoutes et que le président a pris un décret de dissolution, est-ce qu'on peut encore attaquer réellement? Parce que cette décision. Oui, c'est ce que je dis. Si on n'attaque pas, les institutions visées là ne vont pas fonctionner. C'est d'autres qui vont les remplacer par une délégation spéciale. Si ce n'est pas attaqué. Si c'est attaqué, on attend la décision du juge. Si le juge dit c'est illégal, les institutions ne reprennent leur place qui ont été dissoutes. Mais sur le plan à l'instant T, ces institutions sont dissoutes. C'est parce que le principe, l'acte administratif est présumé légal. Docteur, je ne comprends pas. Par exemple, si les conseillers attaquent quelle décision du président? La décision de dissolution ou de dissolution générale ou la décision de dissolution? On attaque le décret. Le décret. Parce que la première dissolution ne peut rien contre, c'est la période d'exception. D'accord. Maintenant, du fait qu'il y a eu la charte, les institutions fonctionnaient, à l'heure là, on le dit. Le premier cas, on n'a visé aucun texte. Si vous regardez les prises de décision, maintenant on dit vu la charte. Vu. Le premier, on dit, le premier communiqué, c'était un communiqué. Ici, parce qu'il y a eu ça, on se justifiait. Maintenant, quand le président décide, il fonde le fondement de sa décision. Avant, il justifiait pendant la prise du pouvoir, il n'a fait que justifier parce que ça n'a pas de fondement légal. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a un fondement légal qui est la charte. Donc, c'est le décret pris pour dissolution qui peut faire l'objet d'attaque comme suivant même la charte en question. D'accord. Alors, docteur, je vais vous envoyer sur un autre sujet. Votre avis nous intéresse là-dessus. Hier, les anciens dignitaires qui sont du côté de la maison centrale ont rencontré le ministre de la Justice, ou plutôt le ministre de la Justice est venu leur rendre visite. Ils s'en sont plaints. Ils demandent à ce que leur procès soit tenu le plus rapidement possible. Alors, question pour moi, est-ce que vous comprenez sur le plan juridique le fait qu'il soit encore maintenu en prison dans ces conditions sans jugement pendant plus de 100 jours? Bon, vous savez, Dieu vous a bien fait de me poser cette question. Le droit, la présomption d'innocence est le principe. La présomption d'innocence est le principe. Ouais. Mais
En droit, quand on dit principe, il y a exception. La loi guinéenne, là, je vise, le code de procédure pénale prévoit la garde à vue comme exception à la présomption d'innocence et la détention provisoire comme exception. Donc on est dans les exceptions prévues par la loi à la détention. Mais la question qui est fondamentale, quand est-ce qu'il y a détention pour nous faire dérogation à la présomption d'innocence, c'est lorsque dans la procédure, il est estimé que celui qui est devant eux, devant les juges, il y a je n'aime pas le dire, mais il faut dire comme ça, il y a une présomption de culpabilité. C'est qu'on est sûr qu'il ne s'en sortira pas. On dit donc, si vous êtes sûr que vous avez des preuves contre lui, il peut être condamné, gardez-le en détention provisoire. Pour la simple raison, quand il sera jugé, par exemple condamné à 3 ans, s'il a fait 2 ans, il ne lui restera que 1 an en prison. Ceux qui sont déjà considérés en droit comme des prisonniers, ils sont en train de priger la peine. D'accord. C'est pourquoi quand j'écoute les gens dire les juges n'ont pas de preuves, c'est que ce n'est pas l'esprit du juriste. Dès qu'il y a détention provisoire, la grande probabilité, sauf si la justice ne fonctionne pas bien, mais la grande probabilité... Docteur, à ce niveau, ça fait quand même plus de 100 jours qu'ils sont en prison. Et ils disent qu'on ne leur a pas encore signifié ce qu'on leur reproche exactement, non, mais de façon générale, on reproche la même chose à tout le monde. En cas de détournement, la peine dépasse 5 ans. Donc celui qui peut être condamné 5 ans, on peut le garder 4 ans. Il n'y a pas de problème. Sans jugement. Si vous êtes... mais si la peine commence à 5 ans, alors qu'on considère qu'il purge déjà sa peine. Ouais. Seulement, il ne faut pas dépasser 5 ans. Alors, parce que si vous dépassez 5 ans, vous êtes dans l'illégalité. Mais puisque la présomption d'innocence est le principe, et avec ses exceptions, et si jamais ils sont reconnus non coupables? Très bien. La loi prévit également cela. Il dit, quand on applique la détention provisoire, parce que rien n'est absolu, s'il arrive quelqu'un, l'un des où ils sont tous reconnus non coupables, la loi indemnise par jour de détention, pas par mois, par jour de détention, on les ferait verser les indemnités pour ça. Elle s'élève à combien? Pour moi, l'indemnité est faible quand même, hein, je me prononce là-dessus. Mais le juge prévoit, la loi prévoit des indemnités qu'on doit verser à celui qui a été privé illégalement à cause de la procédure de sa liberté. D'accord. Yacine, dernière question. Alors, docteur, l'autre chose que je voulais vous poser, c'est par rapport, bien entendu, à ceux qui ne sont pas là. Le cas de Cellou, par exemple, à date, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a pas une 3e convocation. C'est que les premières avaient été récusées, dénoncées par ses avocats. Comment expliquez-vous en termes juridiques que la CRIEF taise le dossier, qu'il n'y ait plus rien dans ce cadre? Je n'ai pas compris. Comment expliquez-vous que la CRIEF ne se prononce plus sur la question du dossier Air Guinée impliquant Cellou, les 2 premières convocations ayant été dénoncées par ses conseils juridiques? Pratiquement, ça c'est inquiétant. Normalement, quand on doit convoquer à un niveau élevé, il faut avoir vraiment, ça j'insiste, des soupçons sérieuses, des doutes sérieux, surtout des gens comme Elaï Cellou. Mais si vraiment on le fait à la va-vite, à la tête comme ça, c'est inquiétant. D'accord. Donc, quel que soit, vous savez, le droit tient compte de beaucoup de facteurs. Donc, vous pensez que la CRIEF sur ce dossier s'est mélangé les pinceaux? Non, ce que je dis ça, si la CRIEF abandonne, c'est très grave parce que ça crée le doute. Ça signifie on ne maîtrise pas les choses, on appelle les gens, on convoque les gens, ça c'est pas bon.
D'accord. Alors, docteur, pour vous laisser aller, je vais vous poser rapidement 2 questions. C'est le bras de fer qui oppose les magistrats au ministre de la Justice, Charles Wright. Qu'est-ce que vous en savez et que doit-il en être? La deuxième question, c'est sur les partis politiques, en fait. On sait qu'une mission est annoncée au sein des partis politiques pour conformité à la loi sur les partis politiques. Que dit la loi là-dessus aussi pour nous éclairer et finir? Le premier, c'est un dysfonctionnement administratif entre le ministre et les gens de la justice, c'est un dysfonctionnement administratif qui ne devait pas être. Et vraiment, le souhait est que ça soit vite et réglé. Ça, ce n'est rien d'autre qu'un dysfonctionnement administratif. C'est qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, le bras de fer va long de ce côté-là. Parce qu'il y a le président de l'AMG qui n'est pas du tout d'accord et les magistrats comptent bien faire comprendre aux ministres qu'ils ne sont pas d'accord. Oui, je dis, c'est pourquoi c'est un dysfonctionnement administratif qu'on doit régler. D'accord. Et immédiatement, ça ne doit même pas traîner. Parce que là où on dit que c'est là-bas, on va se protéger. Et s'il y a le feu là-bas, ça fait peur. C'est pourquoi il faut abandonner ça. Je souhaite que... Qui doit réparer ça le plus rapidement, docteur? Plus rapidement que possible. Qui doit régler ça? 24 heures de temps. Le deuxième problème... Oui, mais qui doit régler le premier problème d'abord? Le ministre ou les magistrats? Non, c'est maintenant le président de la République. On a dépassé les deux. Ok. Là, on a dépassé les deux. Le premier administrateur de la Guinée qui a le pouvoir administratif, c'est le président de la République. La preuve, c'est lui qui a nommé les administrations là où il y a dysfonctionnement. D'accord. La loi dit le président de la République assure le fonctionnement régulier des institutions. D'accord. Il assure le fonctionnement régulier des institutions. Ce qu'on voit comme ça là, ça ne fonctionne pas régulièrement. Donc c'est pourquoi je dis, il doit intervenir. Quand on est dans un véhicule, c'est le chauffeur qui dirige la direction, hein, quand ça ne va pas. Ouais. Donc là, il faut qu'il règle cette situation rapidement. Sur le deuxième problème. Le second, c'est pas mauvais. Et c'est tout à fait normal. Quand on dit, si je veux conduire, il me faut un permis de conduire. Et ce permis de conduire doit être valable. Si je suis un parti politique, il faut absolument que je sois dans la l'ossature du parti politique. Maintenant, quand on dit on contrôle, mais Dieu même dit qu'il nous contrôle. Il dit, je vous envoie des anges qui sont l'un à gauche, l'autre à droite pour contrôler ce que vous faites. Il faudrait que nous acceptions le contrôle. Si vous voyez aujourd'hui, beaucoup se retrouvent en prison à tort ou à raison, c'est parce que la culture de contrôle n'existe pas en Guinée. Si ces gens-là avaient été contrôlés tel que la loi a dit, aujourd'hui, ils ne seraient pas en prison. Ouais. Ça, c'est sûr, hein? D'accord. En tout cas, ce n'était pas aujourd'hui. S'il devait être en prison, il avait déjà fait, c'est terminé. Ouais. Mais du fait qu'on a accumulé l'absence de contrôle, quand on vient contrôler, ça crée des problèmes. Par exemple, je prends le cas de Air Guinée. Ça, c'est dans les 2005. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que quand le dossier a été traité, il n'y a pas eu un acte de la Cour des comptes ou un acte juridictionnel pour valider la procédure. Le contrôle n'a pas été fait, rien n'a été présenté, on a laissé comme ça. Ouais. S'il y avait un acte ce jour, on dit que la vente est légale, c'est terminé, mais on n'ouvrait plus le dossier. Mais en Guinée, on accumule, on refuse le contrôle. Ouais. Quand on va commencer, on ira jusqu'à ce Couturé, parce qu'on ne s'est pas soumis au contrôle. Malheureusement. C'est pourquoi maintenant, c'est dès maintenant que les partis politiques qui veulent être partis politiques se conforment à la loi. Que dit la charte des partis politiques? Pour être parti politique, je ne dois pas négocier ça. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas parti politique, juridiquement. À tout moment, on peut bloquer d'exercer mon droit. C'est comme si je me fabrique un faux diplôme. Tant qu'on ne sait pas que le diplôme n'est pas faux, je l'utilise. Mais le jour où on se rendra compte que c'est un faux diplôme, c'est terminé ce jour. D'accord. Donc, 7h passées de 46 minutes. Notre nous invité... voulons savoir, est-ce qu'il n'y a que des bons partis?
Parce que la loi dit parti légalement constitué. Constitué. Ah ouais, 7h passées de 46 minutes. Notre invité, Dr Alassane Makanera Kake, il est juriste. Merci, docteur, d'avoir accepté de prendre la parole chez les polémistes ce matin. Merci. Merci et bonne journée à vous.